RCF. Vous écoutez La Viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Viticulture en question, avec, pour répondre à la question de la viticulture posée aujourd'hui, notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, il n'a échappé à personne que la planète était en pleine effervescence. Pas en effervescence que peut l'être le champagne, mais en effervescence à cause de conflits armés, dont on a identifié qu'il y en avait une soixantaine actuellement qu'on peut qualifier de guerre. Bien évidemment, pour un produit comme le champagne, qui est un produit mondialisé, cette question-là est une question importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble de ces conflits, la géopolitique, a une incidence sur l'économie de la Champagne ? Alors la géopolitique sûrement, Hubert, parce que elle pèse sur le moral dans les économies aujourd'hui, les marchés consommateurs de champagne. Je vous prends un exemple qu'on a tous connu, la guerre du Golfe. Quand elle s'est déclarée, ça a été un moment de turbulence extrêmement fort pour la Champagne dans les années 90. Pour autant, l'Irak n'était pas le premier marché du champagne dans le monde ou à l'export. Mais le fait d'être en guerre, le discours qui va avec, la psyché qui va avec, avait déclenché de l'inquiétude, des incertitudes à un niveau qui n'était pas compatible avec une consommation habituelle ou de champagne, une dégustation, une consommation. Ce que vous me dites, c'est que l'inquiétude qui se généralise quand il y a des conflits armés, en tout cas des conflits qui font peur, stoppe la consommation, ou en tout cas la ralentit. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on constate dans la période actuelle. Il me semble que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé qu'actuellement, alors qu'il y a une crise de la consommation. Oui, ça montre que c'est beaucoup de psychologie, on s'en doute, mais on n'a pas de mal à l'objectiver. C'est parce que ce serait un peu traître de répondre à votre question en disant, bon, les premiers marchés du champagne, Hubert, étant donné que ce sont les États-Unis, le Japon, la Suisse pour les pays export, et l'Angleterre maintenant, et plus dans l'Europe, et qu'en Europe c'est l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, tout ça sont des pays en paix où les choses vont bien, donc non, ça ne nous regarde pas. Bah c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire oui, ces pays sont des pays qui n'ont pas de guerre directe sur leur sol, où ils ne sont pas engagés directement dans un conflit. Mais par exemple, si je prends que l'exemple du Japon, qui est un de nos principaux marchés à l'international, le Japon est dans un contexte de tension avec ses voisins tel qu'il en a rarement connu. Ses dépenses militaires ont été multipliées par un facteur, je ne veux pas dire de bêtises, mais important. Et donc, ça va avec tout un discours que raconte le pouvoir aux Japonais, de comment les Japonais perçoivent l'avenir et perçoivent, et bien entendu, ces éléments ne sont pas nature à être très positifs par rapport à un produit qui n'est pas un produit essentiel pour les consommateurs. Et quand on n'a pas le moral, ce produit-là, on en consomme moins. Exactement. Donc il y a une part vraiment très importante de psychologie sur par rapport à ces notions de conflit. Alors il y a un cas quand même particulier, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est un pays, certes, où on expédiait des bouteilles de champagne, mais l'Ukraine, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a d'abord une histoire très spécifique avec la Champagne. Suite à la Révolution française de 1789, l'image du champagne comme vin des rois, elle s'est construite avec la cour de Russie. On a encore toute une série de cuvées haut de gamme et de marques de champagne qui racontent les grandes heures des tsars, des cuvées créées pour eux, de cette image et de cette puissance naissante qu'était la Russie impériale et l'importance qu'elle avait pour le marché du champagne. Et les années sont passées, mais ça restait un marché intéressant avec de belles perspectives pour le champagne. Aujourd'hui, voilà un pays qui est en conflit, voilà un pays qui s'est fermé par rapport aux échanges commerciaux. En gros, on ne vend plus de champagne en Russie ?
Essentiellement, ça se passe maintenant de manière indirecte, c'est-à-dire que la Russie est le plus grand pays du monde, a plein de voisins, et qu'on va vendre un peu plus à des voisins. Des voisins qui vont réexporter en Russie. Donc c'est pas forcément très simple de savoir combien on vend aujourd'hui de bouteilles en Russie, mais même s'il y a eu des postures au moment de la déclaration et de l'ouverture des hostilités avec l'Ukraine, derrière les postures des uns et des autres, il y a une réalité de flux et de commercialisation qui existe quand même avec les voisins. En tout état de cause, si on regarde les choses de façon plus générale, c'est vrai, il y a les conflits et donc la géopolitique qui joue, mais aussi on assiste actuellement à un repli de la mondialisation, c'est-à-dire les accords qu'il y avait au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, plus grand monde n'en parle et on est sur une réinstauration de droits de douane dans beaucoup de pays. Est-ce que ça, c'est bon pour le champagne ou aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour pouvoir se prononcer? Alors, c'est très intéressant votre point. Effectivement, conflit, on parle de conflits armés, mais ces conflits commerciaux qui, jusqu'à présent, avaient tendance à se normaliser avec l'OMC, vous en avez parlé, c'est le grand retour en force de ces tensions, en tout cas commerciales. Bien entendu, un Donald Trump annonce pique-pendre de ce qu'il va mettre en place dans les semaines ou les jours après sa prise de fonction, promet le pire, mais ce sont aussi des techniques de négociation, avec vraiment les commentaires les plus basiques, avec des menaces, avec de la pression sous toutes ses formes, tout azimut auprès des partenaires pour leur expliquer c'est qui le patron. Et là, on voit bien que c'est en train de devenir l'ambiance du moment, d'aller une vision très dure du commerce. Je prends un autre symbole, le Mercosur. Ce contrat qui finit par être signé dans la douleur la plus totale, qui est finalement l'archétype de l'ancien monde type OMC où des grands ensembles de pays faisaient des grands accords avec des typologies de produits, et on a l'impression qu'aujourd'hui plus personne n'est d'accord avec ça et que c'est très dur de défendre ce type de contrat. Parce que c'est vrai qu'au sortir de la dernière guerre, une idée a fait sa place qui était de dire, pour éviter de nouveaux conflits, pour que les guerres reviennent, la meilleure chose qui puisse exister entre les nations, c'est de commercer ensemble et d'ouvrir les frontières et de supprimer progressivement les droits de douane. Or, aujourd'hui, il semblerait que la mondialisation n'a pas apporté ce qu'on en attendait, qu'elle est remise en question, et que, au lieu d'avoir un accord général qui impliquait, je crois, 146 pays dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui, il ne reste plus que des accords bilatéraux ou des accords avec des groupes de zones de libre-échange. L'Europe, le Mercosur, le Canada avec les États-Unis qui a un accord particulier, et on négocie entre blocs. Et même les négociations entre blocs sont en train de se réduire. En gros, on a maintenant des négociations plus souvent de pays à pays, avec de nouveaux droits de douane qui s'élèvent. Alors tout ça, c'est quand même pas très bon pour le commerce et pour un produit comme le champagne, dont on rappelle que sa part d'exportation est de combien ? Aujourd'hui, on est passé à on doit être entre 55 et 60% d'export. On a passé la moitié. C'est un produit d'exportation et qui avait vraiment parié sur ce développement-là en se disant, dans les années qui viennent, cette part va continuer à augmenter. Oui, et c'est l'affaire des grandes maisons et du négoce. Quand on parle d'exportation, on parle d'exportation de France ou d'exportation de l'Europe ? Alors, les exportations, c'est à partir du moment... C'est le marché français qui est passé en dessous des 50% et l'Europe est considérée comme... En gros, ce qui va en Belgique est considéré comme de l'exportation. Oh, les Belges achètent beaucoup chez nous, donc... Oui, ce sont de très bons clients et merci à la Belgique d'être aussi généreuse vis-à-vis du champagne. Tout à fait. Et donc, cette part d'exportation aujourd'hui, oui, ça mériterait quand même de regarder, je veux dire, le risque par rapport à l'exportation, par rapport à la zone européenne, quoi. En dehors de la zone européenne qui, aujourd'hui, est encore une zone de libre-échange. En gros, il n'y a pas de droit de douane entre la France et la Belgique ou entre la France et l'Allemagne, qui sont des gros consommateurs. Par contre, avec l'Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'Angleterre, on a eu un net recul avec la sortie de l'Union européenne. Déjà, on savait que la remise en place de paperasse, de règles d'exportation allait décourager les
ventes assez simples des petits faiseurs ou vignerons qui allaient se détourner parce que ça redevenait comme un pays tiers, comme on dit en Champagne. Ensuite, économiquement, ils ont quand même essuyé une période compliquée. Et troisième facteur qui me semble intéressant et qui est vrai malheureusement pour beaucoup d'autres pays, c'est le développement d'une filière locale de vin effervescent. Donc en Angleterre, maintenant, dans la partie sud du pays, se développe dans le Sussex, dans le Kent, dans d'autres régions dont le nom m'échappe, des wineries qui produisent des vins effervescents, essentiellement des vins effervescents. Et le CIVC avait déjà fait plusieurs analyses là-dessus en disant à chaque fois, il y a une fierté de boire local. Il n'y a pas qu'en France où le goût du local s'est un peu développé. On le retrouve dans beaucoup d'économies développées. Ça a été aussi un des messages forts du Covid, qui était de se dire, regardez comme on est fragile quand on dépend des autres et quand on ferme et qu'il n'y a plus d'échanges et qu'il y a plus... En fait, il faudrait qu'on fasse plus de choses chez nous. Donc le goût du local, le goût du fait en France ou fait dans un pays, c'est inscrit un peu partout. Et donc tous ces vins effervescents ont connu, ces filières se mettent en place, proposent là encore des offres concurrentes, mais qui sont différentes. C'est pas les mêmes profils aromatiques, c'est pas le même type de vin. Sauf que je reviens à ce que je dis à chaque fois à ce micro et ailleurs, Hubert, c'est que une bouteille bue, c'est une place de prise dans le quotidien d'un consommateur. Il ne peut pas additionner ses consommations d'alcool. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois, ces vins locaux, petit à petit, ce sont des places qu'elles prennent au Champagne. Et le changement climatique leur donne un sérieux coup de main. Surtout en Angleterre, oui. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, la fraîcheur des coteaux champenois et de la production champenoise, on la retrouve maintenant en Grande-Bretagne, sur les coteaux de la Grande-Bretagne. Et avec l'aide, d'ailleurs, et un développement qui est assuré par les négociants français. En partie, puisqu'on a des maisons de champagne comme Tétinger, Pommery, qui sont allées s'installer, ont aidé à construire avec des partenaires locaux, je crois, à chaque fois, des wineries. Mais ça n'est pas du champagne. Non. Mais ce sont de très bons vins effervescents puisqu'ils sont faits avec des mêmes cépages qu'en Champagne et avec les technologies des meilleurs œnologues de la Champagne. Tout à fait. C'est la même méthode. C'est ce qu'on appelle des méthodes traditionnelles. C'est 2 fermentations, dont l'une en bouteille pour avoir la prise de mousse. Bon, en tout état de cause, tout ceci démontre, Bertrand, qu'en fait le champagne c'est un produit de fête et que quand le moral des consommateurs n'est pas bon, la chute de consommation est là. Et bien sûr, à l'approche des fêtes ou après les fêtes, j'espère que la consommation de champagne aura été bonne parce que tout simplement l'espoir et l'espérance est au pouvoir. Et comme on dit sur RCF, la joie se partage. Et le champagne avec la joie. À très bientôt sur RCF.